Pendant des décennies, il a régné sur l'industrie de la musique comme un empire intouchable. Talent, fortune, influence, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Jusqu'à ce jour où sa propre mère a brisé le silence et que les murs de son monde parfaitement construits ont commencé à s'effondrer. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie d'une confession publique, d'un effondrement moral et d'un homme confronté, enfin, à la vérité qu'il fuyait depuis toujours. Personne ne l'avait vu venir. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan quand Janice Combs, la mère de Sean Diddy Combs, âgée de 83 ans, a été escortée jusqu'à la barre des témoins. Diddy, jusque-là imperturbable tout au long du procès, a soudain affiché une raideur inhabituelle. Ses avocats ont échangé des regards inquiets, tandis que l'équipe de l'accusation se redressait d'un coup, attentive. C'était l'instant où tout risquait de basculer. Jusqu'ici, nul n'aurait imaginé que sa propre mère viendrait témoigner. La tension était déjà palpable dans la salle après une journée d'audience tendue. Tous les regards se sont braqués sur cette femme âgée, avançant avec précaution vers le banc des témoins. Lorsqu'elle a prêté serment, un souffle de surprise a parcouru la galerie. Même le juge semblait pris de court. Il n'y avait eu ni annonce, ni avertissement. Juste Janice Combs, celle qui avait toujours été aux côtés de son fils, prête désormais à parler, cette fois sous serment. Jusqu'à ce moment, Diddy s'était montré sûr de lui, échangeant avec ses avocats, adressant parfois des sourires à ses soutiens présents dans la salle. Mais l'apparition de sa mère en tant que témoin à charge a tout changé. Était-ce la présence de cette femme qui avait toujours été son pilier? Était-ce la peur de ce qu'elle pourrait révéler? Elle, la personne qui le connaissait mieux que quiconque? Ou bien était-ce la prise de conscience que toute sa stratégie de défense pouvait s'effondrer en un instant? À cet instant précis, Diddy n'était plus une star. Il était juste un fils face à une mère sur le point de dire la vérité. Et lorsque Janice Combs a pris la parole, personne n'était préparé à ce qu'elle allait dévoiler. Ce qu'elle a partagé sur leur conversation privée, sur ses inquiétudes accumulées au fil des années, sur les vérités qu'elle ne pouvait plus ignorer, n'était pas seulement accablant pour la défense. C'était le témoignage déchirant d'une mère face à ce que son fils était devenu. Tout avait pourtant commencé comme une journée ordinaire au tribunal. Les journalistes discutaient à voix basse, les avocats affinaient leurs arguments dans un brouhaha discret. Puis l'annonce du procureur est tombée. Le gouvernement appelle Janice Combs à la barre. La salle a brusquement changé d'atmosphère. Un silence de plomb est tombé. Certains ont cru à une erreur, d'autres à une manœuvre désespérée. Mais en voyant Janice s'avancer, droite malgré l'âge, le regard clair et décidé, il n'y avait plus de doute. C'était bien réel. Le juge a levé un sourcil. Diddy, occupé à feuilleter des documents, a soudain pâli, figé, comme s'il venait de recevoir un choc. Ses mains sont restées suspendues dans l'air. Sa mère s'est installée sans un mot, sans jeter un regard à son fils, qui la fixait avec un mélange de stupeur et de trahison. Le procureur l'a remerciée de sa présence, conscient de la difficulté de sa démarche. Elle a simplement hoché la tête, digne et calme. Dès cet instant, tout a basculé. Car ce qu'elle s'apprêtait à révéler n'était pas une rumeur. Ce n'était pas le récit d'un ancien employé ou d'un collaborateur mécontent. C'était le témoignage brut d'une mère, celle qui avait élevé cet homme, célébré ses victoires, défendu son nom contre vent et marée. L'avocat de Diddy a tenté d'intervenir, invoquant le caractère confidentiel des échanges familiaux et l'impact préjudiciable que ce témoignage pourrait avoir. Mais le mal était fait. Janice avait déjà commencé à parler. Le procureur a répliqué sans détour. Aucun privilège juridique ne protégeait les échanges entre une mère et son fils adulte, surtout lorsque ces échanges concernaient des faits potentiellement criminels. Après une brève discussion entre les parties au pied du banc, le juge a rejeté l'objection de la défense et a demandé à Madame Combs de poursuivre son témoignage. Le silence dans la salle était absolu. Les journalistes avaient cessé de taper sur leur clavier, les doigts figés au-dessus des touches. Même les dessinateurs d'audience, crayons en l'air, semblaient suspendus dans le temps. Dans la galerie, les membres de la famille de Diddy affichaient des visages bouleversés, certains perdus, d'autres choqués.
Seuls les procureurs gardaient une posture impassible. Janice Combe ajusta ses lunettes, leva les yeux vers le procureur et déclara avec fermeté: « On m'a demandé de parler de certaines conversations que j'ai eues avec mon fils au fil des années et de comportements qui m'ont inquiété. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je crois que la vérité doit être dite, même si elle fait mal. » Un murmure parcourut la salle. L'avocat principal de Didi se leva d'un bond pour protester, mais Didi l'attrapa doucement par la manche et le fit se rasseoir. On aurait dit qu'il savait déjà ce qui allait être dit, comme s'il s'était résigné. Le procureur s'approcha calmement, visiblement soucieux de ménager cette mère âgée, consciente de la charge émotionnelle qu'impliquait sa position. « Madame Combs, pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre fils ?» demanda-t-il. Janice inspira profondément. Sa voix était posée, malgré l'émotion palpable. Ce qu'elle s'apprêtait à dire allait bouleverser à jamais le cours d'un des procès criminels les plus suivis de ces dernières années. « J'ai élevé Sean seul, après que son père ait été assassiné alors qu'il était encore enfant, » commença-t-elle. Elle raconta comment elle avait cumulé les petits boulots pour subvenir à ses besoins, pour lui offrir une vie meilleure, des opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Son but avait toujours été de faire de lui un homme fort, ambitieux, accompli. Et en effet, il avait réussi. Il avait dépassé toutes ses espérances. Elle parla de sa fierté en le voyant gravir les échelons. D'abord stagiaire dans la musique, puis producteur, artiste, entrepreneur et enfin milliardaire. Son visage s'adoucit brièvement en évoquant ses souvenirs. Sean a toujours eu du charisme. C'était un meneur, même enfant. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Il avait ce don, dit-elle, un sourire furtif aux lèvres avant qu'il ne s'évanouisse. Puis, son regard se fit plus grave. Quelque chose avait changé, quelque part en chemin. Elle se tourna légèrement vers les jurés. Le succès est arrivé si vite, si brutalement. Et soudain, tout le monde lui disait oui. Tout le monde voulait quelque chose de lui. Il était traité comme s'il était au-dessus des lois. Et j'ai vu, peu à peu, qu'il commençait à y croire lui-même. Le procureur l'amena ensuite à évoquer les années 2000, lorsque la carrière de Didi atteignait son apogée. Janice parle de signaux d'alarme qu'elle avait perçus, des changements inquiétants dans le comportement de son fils, son besoin de tout contrôler, son agressivité démesurée quand on le contredisait, son mépris croissant pour les limites et les règles. Au début, je me disais que c'était le stress, avoua-t-elle. L'industrie du divertissement est cruelle. Il portait beaucoup sur ses épaules. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des choses, à voir des choses quand j'allais chez lui. Des jeunes femmes qui semblaient perdues. Du personnel qui paraissait avoir peur de lui. Il y avait des pièces où je n'avais pas le droit d'entrer. C'est ainsi que Janice Combe a évoqué une visite inattendue chez son fils, à Miami, en 2008. Je suis arrivé sans prévenir. Les mères peuvent se permettre ce genre de choses, a-t-elle ajouté avec un sourire triste, provoquant quelques rires nerveux dans la salle. La veille, une fête s'y était déroulée. Mais à son arrivée, ce qu'elle vit ne ressemblait pas à un simple rangement d'après-soirée. Les employés ramassaient des téléphones dans plusieurs pièces. Une jeune femme en larmes était escortée vers la sortie par un agent de sécurité. Quand Sean l'a vue, il a été furieux de sa visite non annoncée. Le procureur lui a alors présenté une photo. « Reconnaissez-vous cet endroit ?» Elle l'a examiné avant de répondre. « C'est la maison de la piscine dans sa résidence de Los Angeles. Il l'avait transformée en ce qu'il appelait un studio vers 2010. Mais il y régnait une étrange confidentialité. Je n'étais pas autorisé à y entrer, ce qui m'avait paru anormal. Avant cela, j'étais toujours la bienvenue dans toutes ces maisons. Au fil des années, ses inquiétudes ont grandi. Elle a tenté, à plusieurs reprises, d'en parler avec son fils. J'ai posé des questions. Les mères font ça aussi, dit-elle d'un ton plus ferme. Mais Sean la repoussait. Il lui disait qu'elle ne comprenait pas son univers, que tout était consenti, que c'était juste le mode de vie dans l'industrie musicale. Le procureur a voulu en savoir plus sur certaines discussions précises. « Votre fils vous a-t-il déjà parlé des accusations portées contre lui par des femmes ?» Janice Combs a hoché lentement la tête. « Oui.
Quand les premières allégations ont été rendues publiques en 2017, je l'ai immédiatement appelé. Toute mère l'aurait fait. Je lui ai demandé franchement s'il y avait une part de vérité. Il m'a dit qu'elle mentait, qu'elle voulait de l'argent. Il disait que ça arrivait à tous les hommes puissants dans ce milieu. Elle s'est interrompue un instant, comme pour retrouver son souffle. Je l'ai cru. Je voulais le croire. C'était mon fils. Oui, répondit-elle, sa voix s'affaiblissant. Fin 2023, après la plainte déposée par Cassie, elle l'a confronté de nouveau. Ils étaient seuls, dans son appartement à New York. Elle lui avait dit qu'elle avait besoin d'entendre la vérité. Pas ce que disaient ses avocats, pas ce qu'ils racontaient au public. La vérité, de mère à fils. La salle d'audience retenait son souffle. Janice poursuivit. Ce jour-là, il était différent. Fatigué peut-être. Le masque s'est fissuré. Il n'a pas tout avoué, mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, on ne bâtit pas ce que j'ai construit en jouant selon les règles des autres. Parfois, des gens sont blessés. C'est comme ça, le business. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Ce n'est pas ce que je lui ai appris. Ce n'est pas du business. Ce n'est pas juste. Pendant tout ce temps, Didi était resté immobile, le regard baissé, fixé sur la table. Ses avocats griffonnaient frénétiquement des notes, se penchaient pour murmurer, mais lui semblaient absents, figés dans la réalité brutale des paroles de sa mère. Elle continua. Début 2024, une vidéo de surveillance fut rendue publique. On y voyait Didi agresser Cassie dans un couloir d'hôtel. J'ai appelé Sean immédiatement après avoir vu cette vidéo. Le mot dévasté ne suffit pas. Je lui ai demandé comment il avait pu faire ça. Il avait justifié cet acte en disant que c'était une période difficile dans leur relation, que ce n'était qu'un moment sorti de son contexte, qu'il n'était plus cet homme. « L'avez-vous cru ?» demanda le procureur. « Non, plus cette fois. Car cette colère, je l'avais entrevue moi aussi, au fil des années. Jamais contre moi, mais contre ses employés, contre certains partenaires. L'homme dans cette vidéo, ce n'était pas un inconnu pour moi. Et le réaliser m'a brisé le cœur. » Son témoignage se poursuivit. Elle parla de cette prise de conscience progressive. Les accusations se ressemblaient trop, revenaient trop souvent. Ce n'était plus une suite d'incidents isolés, mais un schéma. Elle évoqua aussi une visite au début de l'année 2024, dans le bureau de son fils. Là, elle avait découvert des notes troublantes, des listes de noms de femmes avec des mentions telles que « gérée » ou « potentielle menace ». Quand je l'ai questionné, il m'a arraché le papier des mains. Il m'a dit que c'était du business. Rien dont je devais me mêler. Mais le regard qu'il lui lança, elle savait. Une mère sait quand son enfant cache quelque chose, même adulte. Le procureur s'approcha avec une nouvelle pièce à conviction. « Madame Combe, je vous montre ce qui a été classé comme pièce numéro 42. Reconnaissez-vous ce document ?» Elle le regarda longuement, puis acquiesça. « Ce sont les notes que j'ai commencé à prendre après cette conversation. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais vu, entendu, ressenti, parce que je ne pouvais plus ignorer. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de tout consigner? Parce que j'avais peur de ne plus être objective, que mon amour pour mon fils m'empêche de voir les choses clairement. Mais en relisant tout, j'ai vu le schéma se dessiner. Et ce que j'ai compris m'a terrifié. C'est à ce moment-là que Didi releva enfin les yeux. Pour la première fois depuis le début du témoignage, il croisa le regard de sa mère. Ce fut un bref instant, mais chargé d'intensité. Un regard échangé entre une mère et son fils, où semblait se mêler douleur, trahison, et peut-être une forme de compréhension silencieuse. Janice Combe détourna ensuite les yeux vers le procureur avec une détermination renouvelée. « J'aime mon fils. Cela ne changera jamais. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus me taire. Trop de gens ont été blessés. » Le procureur s'approcha avec délicatesse, conscient de la charge émotionnelle que représentait ce moment pour la témoin. « Madame Combe, j'aimerais vous interroger sur une conversation que vous avez eue avec votre fils en avril, après son arrestation, mais avant le début de ce procès. Pourriez-vous nous en parler ?» Janice redressa les épaules,
comme pour se préparer à affronter la partie la plus difficile de son témoignage. Oui, je suis allé lui rendre visite au centre de détention. Nous étions seuls, dans une salle privée. Des dispositions particulières avaient été prises en raison de sa notoriété. Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre la vérité, toute la vérité, avant de continuer à le soutenir publiquement. Je lui ai dit « Sean, je suis ta mère. Je t'aime inconditionnellement. Mais j'ai besoin de savoir ce que je défends. » La salle d'audience était suspendue à ces mots. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a dit « La vérité, c'est que j'ai créé un monde dans lequel c'est moi qui faisais les règles. Ce que je voulais se produisait. Ceux qui s'y pliaient restaient, les autres étaient écartés. Est-ce que c'était toujours juste? Non. Est-ce que des gens ont été blessés? Oui. Mais c'est comme ça que le pouvoir fonctionne, maman. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. » Elle fit une pause pour reprendre son calme, puis reprit. Je lui ai demandé directement à propos des accusations précises, les faits, les vidéos, les substances, les menaces. J'avais besoin de l'entendre nier, s'il n'était pas coupable. Et l'a-t-il nié? Demanda le procureur. Non, répondit-elle simplement. Il m'a dit que c'était compliqué, que tout était consenti au départ, que personne n'avait été forcé, mais qu'une fois dans cet univers, les frontières devenaient floues, que parfois les gens changèrent d'avis, mais qu'entre-temps, ils avaient déjà profité des avantages, l'argent, les opportunités. Les mains de Janice tremblaient légèrement. Je lui ai dit que le consentement obtenu sous pression, dans la peur ou à travers l'ivresse, ce n'est pas du consentement. Il m'a juste répondu « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon monde ». Du côté de la défense, ses avocats semblaient de plus en plus inquiets. L'un d'eux griffonna un mot et le poussa vers Didi, qui l'ignora, les yeux rivés sur sa mère. Le procureur poursuivit « Votre fils a-t-il reconnu explicitement les actes criminels qui lui sont reprochés ?»« Pas avec ces mots, répondit-elle. Mais il m'en a dit assez pour que je comprenne. Il m'a dit « Le système que j'ai construit a fonctionné pendant des années. Tout le monde y trouvait son compte. Le problème est apparu quand certains ont décidé de changer les règles. » Elle regarda alors directement les jurés. « J'ai élevé mon fils en lui apprenant à être responsable de ses actes, à en assumer les conséquences. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il s'était perdu, qu'il ne voyait plus les gens comme des personnes, mais comme des pions dans un jeu qu'il croyait maîtriser. » Le procureur présenta ensuite une lettre rédigée par Janice à son fils après cette visite. Une lettre où elle affirmait son amour inconditionnel, mais aussi sa déception profonde. Elle y expliquait qu'elle ne pouvait plus cautionner ce qu'elle comprenait désormais comme destructeur. « A-t-il répondu à cette lettre ?» demanda le procureur. « Oui. Sean m'a appelé. Il était en colère, puis presque suppliant. Il disait que je ne comprenais pas ce qu'il risquait, que toute sa vie, tout ce qu'il avait bâti était en jeu. Je lui ai répondu que c'était précisément pour cette raison que je devais dire la vérité. Parce que d'autres vies étaient en jeu, pas seulement la sienne. » Puis le procureur posa la dernière question. « Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner ici aujourd'hui ?» Janice inspira profondément. « Parce que la vérité compte. Parce que la responsabilité compte. Parce que j'ai élevé mon fils pour qu'il soit meilleur que ça. Et parce que je crois qu'aimer véritablement son enfant, c'est lui permettre d'affronter les conséquences de ses actes pour qu'il devienne meilleur. Pas le protéger et le laisser empirer. » Elle regarda son fils à nouveau. Plus longtemps cette fois. « Je suis ici parce que je l'aime suffisamment pour dire la vérité sur lui. Même si cette vérité fait mal. Je suis ici pour les femmes blessées. Elles méritent que quelqu'un se lève et reconnaisse leur douleur. Et je suis ici parce que Sean doit comprendre que ni l'argent, ni la célébrité, ni le pouvoir ne vous placent au-dessus des principes fondamentaux de la décence humaine. » Ces mots semblèrent percer ce qu'il restait de l'armure de Didi. Ses épaules s'affaissèrent. L'assurance qu'il avait affichée jusque-là s'effondra. Pour la première fois depuis le début du procès, il ne ressemblait plus à un magnate de la musique. Il avait l'air d'un fils confronté au regard déçu de sa mère. Peut-être le seul jugement pour lequel il n'était pas prêt. Le procureur remercia Janice Combe et regagna sa place. L'avocat de la défense se leva pour contre-interroger la témoin.
son ton était remarquablement doux, presque empreint de respect. Il ne chercha pas à discréditer Janice Combe, ni à insinuer qu'elle avait des motivations cachées. Son objectif était plus subtil, démontrer qu'elle n'avait été témoin direct d'aucun acte criminel et que son témoignage reposait essentiellement sur des conversations, des impressions, et non sur des faits observés de ses propres yeux. Durant toute la procédure, Janice resta calme et posée. Elle reconnut les limites de sa déposition, tout en affirmant fermement ce qu'elle considérait comme une vérité fondamentale. Son fils avait bâti un système qui exploitait et détruisait des vies. Et il lui avait, en privé, reconnu cela à demi-mot. Lorsqu'elle fut finalement libérée de la barre, elle s'arrêta un instant pour regarder son fils une dernière fois. Aucun mot ne fut échangé. Mais dans ce regard se trouvait toute une vie. L'amour inaltérable, la déception et l'espoir, infime mais réel, d'une possible rédemption. Puis, lentement, elle traversa la salle d'audience, droite, digne, et sortit. Didi la suivit des yeux. Et dans l'expression de son visage, on lut que de tous les témoignages entendus au cours du procès, celui de sa mère l'avait touché plus profondément que tous les autres. Tous les masques étaient tombés. Il ne restait que la vérité, nue, entre une mère et son fils. Après le témoignage de Janice Combe, la procureure appela à la barre la docteure Margaret Chen, psychologue spécialisée dans les dynamiques familiales liées aux figures publiques puissantes. Une fois ses qualifications établies, on lui demanda d'interpréter ce que la cour venait de vivre. « Ce que nous avons vu aujourd'hui est exceptionnel », expliqua-t-elle. Dans les affaires impliquant des personnalités riches ou célèbres, il est courant que les membres de leur famille gardent le silence ou leur apportent un soutien inconditionnel, même face à des preuves accablantes. Pour une mère, de témoigner comme l'a fait Madame Combs représente une rupture majeure avec ce schéma. Elle poursuivit. D'un point de vue psychologique, cela indique que Madame Combs a atteint ce que nous appelons un point de bascule morale. Un moment où l'écart entre l'amour qu'elle porte à son fils et la conscience du mal qu'il a causé devient insoutenable. Le fait qu'elle parle d'un éveil progressif et non d'un choc soudain donne une grande crédibilité à ses paroles. Le procureur interrogea alors Dr Chen sur les dynamiques spécifiques évoquées par Janice. Ce fils, qui rejetait systématiquement ses mises en garde, justifiant tout au nom du business, convaincu que les règles ordinaires ne s'appliquaient pas à lui. Ce sont là des manifestations typiques de ce que nous appelons l'isolation par le pouvoir, expliqua la psychologue. Les individus dotés d'une richesse, d'une renommée et d'une influence extrême sont souvent entourés de personnes qui alimentent leurs sentiments d'exception et les protègent des conséquences de leurs actes. Souvent, la mère est la dernière à pouvoir briser cette barrière, car elle est la seule à connaître l'individu d'avant le succès, avant la puissance. Elle analysa ensuite les déclarations faites par Didi à sa mère. Elles reflétaient, selon elle, une vision du monde façonnée par des décennies de comportements tolérés, normalisés ou dissimulés par son entourage. Quand M. Holmes dit à sa mère « c'est comme ça que fonctionne le pouvoir », il exprime un système de croyances profondément enraciné, renforcé tout au long de sa carrière. Le procureur projeta alors des extraits des notes manuscrites de Janice Combe sur les écrans de la salle. On demanda à Dr Chen ce qu'elle en pensait. Ces notes couvrent une période allant de 2008 à 2024, indiqua-t-elle. On y observe une évolution très claire. D'abord, elle cherche à minimiser, à expliquer les comportements de son fils par le stress ou la pression du métier. Mais au fil des années, ces mêmes comportements prennent un autre sens à ses yeux. Ils deviennent les signes d'un schéma, d'un système de contrôle et d'abus. Elle souligna que ce qui rendait ses écrits si puissants, c'était la constance des faits rapportés, même si leur interprétation avait changé. Au départ, Janice voyait de simples erreurs de jugement. Mais à la fin, elle les reconnaissait comme des signaux d'alerte répétés. Alors que le témoignage de la psychologue se poursuivait, le tribunal restait suspendu à ses analyses. La docteure Margaret Chen poursuivit son analyse, plaçant les observations de Janice Combe dans le contexte plus large des accusations portées contre Didi.
Elle expliqua que le regard d'une mère offrait une perspective rare et précieuse sur la véritable personnalité d'un homme qui, pendant des décennies, avait soigneusement façonné son image publique. Selon mon expérience professionnelle, déclara-t-elle, lorsque des membres de la famille, surtout ceux qui ont toujours soutenu loyalement l'accusé, atteignent un point où leur amour ne suffit plus à faire abstraction des preuves, cela marque souvent un tournant décisif, tant sur le plan judiciaire que dans la perception que l'accusé a de lui-même. Pendant tout ce témoignage d'experte, Didi resta en retrait. Il échangeait parfois quelques mots à voix basse avec ses avocats, mais restait surtout figé, le regard baissé sur la table. Son assurance habituelle, affichée depuis le début du procès, s'était évaporée. Ce qu'on lisait désormais sur son visage, selon certains observateurs, tenait d'un mélange de résignation et d'angoisse profonde. Lors du contre-interrogatoire, la défense choisit de s'attaquer non pas aux propos de Janice Combe, mais à la portée générale de l'analyse de Dr. Chen. Ils insinuèrent que son évaluation était spéculative, puisqu'elle n'avait jamais côtoyé personnellement la famille. Dr. Chen reconnut les limites de son intervention, mais rappela que les schémas qu'elle décrivait étaient bien documentés et conformes aux principes psychologiques établis concernant le pouvoir, la responsabilité et les dynamiques familiales. Lorsque cette séquence de témoignages prit fin, l'effet de la déclaration de Janice Combs continuait de se faire sentir dans toute la salle. Des jurés qui, jusqu'alors, étaient restés impassibles face aux témoignages les plus durs, se montrèrent visiblement émus. Certains essuyaient discrètement leurs larmes, d'autres griffonnaient frénétiquement des notes. Tous semblaient accuser le choc d'avoir entendu une mère témoigner, à visage découvert, contre son propre fils. Après une courte pause, le procès reprit. Mais l'ambiance n'était plus la même. Des sources proches de l'équipe de la défense révélèrent que Didi, pendant l'interruption, s'était enfermé dans un mutisme profond, refusant de discuter stratégie avec ses avocats. En face, l'accusation semblait revoir sa propre tactique à la lumière du puissant témoignage du matin. Le juge Arun Subramanian prit la parole. Suite aux événements de ce matin, l'une des parties souhaite-t-elle faire une demande particulière avant que nous ne reprenions? L'avocat principal de Didi se leva. Votre honneur, la défense sollicite un court report pour pouvoir consulter notre client et réévaluer notre position. La demande, à ce stade avancé du procès, était pour le moins inhabituelle. Le ministère public s'y opposa vivement, arguant qu'un tel délai risquait de briser la concentration du jury et de porter préjudice à l'avancée du dossier. Après réflexion, le juge accorda un ajournement limité jusqu'au lendemain matin. Il demanda aux jurés de revenir à 9 heures précises. À la sortie de la salle, les journalistes se précipitèrent pour relayer l'information. Les titres s'alignèrent rapidement. Le témoignage de la mère bouleverse le procès de Didi. Ou encore, Janice Combs rompt le silence contre son fils. Sur les plateaux télé, les experts juridiques débattaient déjà des conséquences de cette journée. La plupart s'accordaient à dire que ce témoignage représentait un coup dur, peut-être fatal, pour la défense. Le lendemain, bien avant l'ouverture du tribunal, une foule encore plus nombreuse s'était massée devant le bâtiment, espérant assister à la suite d'un procès devenu historique. Lorsque le juge reprit place et que le jury fut installé, un nouvel événement inattendu eut lieu. L'avocat de Didi se leva. Votre honneur, après une longue consultation avec notre client, nous sollicitons l'autorisation pour M. Combe de s'adresser directement à la cour. Un murmure parcourut immédiatement la salle d'audience. La procureure se leva à son tour pour s'y opposer. Toute déclaration du prévenu doit se faire dans le cadre formel d'un témoignage, sous serment, et être soumise au contre-interrogatoire. Le juge écouta les arguments des deux camps, puis trancha. « Monsieur Combe, si vous souhaitez vous exprimer devant cette cour, vous devrez le faire à la barre, sous serment, et accepter d'être interrogé par le ministère public. Est-ce que vous comprenez et acceptez ces conditions ?» Tous les regards convergèrent vers Didi. Il se leva lentement. « Oui, votre honneur, je comprends, et j'accepte. » Un choc parcourut la salle. Jusqu'ici, tous les analystes pensaient que Didi ne témoignerait jamais. Dans la majorité des affaires pénales, les accusés évitent la barre,
de peur d'ouvrir des brèches dans leur défense. Mais cette fois, le cours du procès venait une nouvelle fois de basculer. Le fait que Didi ait choisi de témoigner signalait soit un revirement stratégique spectaculaire, soit une décision personnelle qui allait à l'encontre des conseils de ses avocats. Après avoir prêté serment, il s'installa à la barre des témoins. Fini le costume de créateur et l'assurance arrogante qui avait marqué ses précédentes apparitions au tribunal. Ce jour-là, il portait un costume sombre, sobre. Son maintien était effacé, son visage grave. Son avocat entama l'interrogatoire par une question simple. « Monsieur Combs, pourquoi avez-vous choisi de témoigner aujourd'hui ?» Didi leva les yeux. Son regard balaya brièvement la salle comble avant de se poser sur les jurés. « J'ai écouté ma mère hier. Je l'ai vraiment écoutée. Et j'ai réalisé que je fuyais la vérité depuis si longtemps que j'avais fini par croire à mes propres mensonges. » Sa voix était plus basse que jamais. On ne retrouvait plus cette énergie charismatique qui l'avait hissé au sommet de l'industrie musicale. Ma mère m'a élevé avec des valeurs. Le respect, l'intégrité, l'importance de bien traiter les gens. Et quelque part, j'ai perdu de vue tout ça. Son avocat sembla déstabilisé par cet aveu inattendu, mais reprit vite le contrôle. Pouvez-vous expliquer au jury ce que vous comprenez des accusations portées contre vous ? Je suis accusé de crimes graves, répondit Didi. Association de malfaiteurs, trafic sexuel, coercition. Pendant des années, je me suis raconté que ce n'était que du business, que c'était comme ça que l'industrie fonctionnait. Je me disais que tout le monde y trouvait son compte, que tout était consenti, que chacun savait à quoi s'attendre. Il s'arrêta un instant, inspirant profondément. Mais ce n'était pas vrai. J'ai créé un environnement où dire non n'était pas vraiment une option. Où chaque interaction était lestée par la menace de représailles, ruine professionnelle, humiliation publique, perte financière. Je n'appelais pas ça de la coercition. J'appelais ça du levier. Mais c'était mal. Au fil de son témoignage, il expliqua comment le succès, la richesse et le pouvoir avaient déformé sa vision du monde. Il raconta avoir bâti un univers où ses désirs primaient, où ses employés et collaborateurs savaient que leur rôle consistait à exécuter, puis à dissimuler. Il admit avoir mis en place un système fait de contrats de confidentialité, de paiements discrets et de menaces implicites pour faire taire les victimes pendant des années. Je m'étais convaincu que si quelqu'un acceptait l'argent, les opportunités et signait les papiers, alors c'était du consentement. J'ignorais totalement, volontairement, l'inégalité de pouvoir qui rendait ce consentement illusoire dans bien des cas. Interrogé sur les témoignages précis de certaines victimes, entendus plus tôt dans le procès, Didi confirma en grande partie leur récit. Il ajouta, à quelques occasions, que ses souvenirs étaient parfois flous à cause de sa consommation de drogues à l'époque. Son avocat, manifestement déconcerté par la direction que prenait le témoignage, évoqua enfin celui de Janice Combs. Votre mère a raconté des conversations où vous reconnaissiez, en substance, avoir créé un système d'exploitation. Sa mémoire des faits était-elle juste ? Didi hocha lentement la tête. Oui, ma mère ne m'a jamais menti, ni sur moi, ni à propos de moi. Elle a dit la vérité hier. Quand elle est venue me voir après mon arrestation, je lui ai bien dit tout ça. À l'époque, je me justifiais encore. Je me disais que le pouvoir obéissait à d'autres règles, que c'était normal. Je ne voyais pas, ou je ne voulais pas voir, à quel point c'était faux. À la fin de l'interrogatoire direct, la procureure s'avança pour le contre-interroger. Son ton était ferme, mais mesuré. Consciente que la confession apparente de Didi nécessitait une approche rigoureuse, la procureure reprit. « Monsieur Combs, vous venez de décrire un système dans lequel le consentement était compromis par des rapports de pouvoir, des menaces et de la coercition. Êtes-vous conscient que ce que vous décrivez correspond aux définitions juridiques des crimes pour lesquels vous êtes poursuivi ? » « Oui, répondit Didi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis mon arrestation. Beaucoup de temps pour étudier ces lois et comprendre en quoi mes actes y correspondent. Et pourtant, vous avez d'abord plaidé non coupable sur tous les chefs d'accusation. Qu'est-ce qui a changé ? Didi tourna la tête vers la partie de la salle où sa mère s'était assise la veille. Le siège était vide.
Ce qui s'est passé hier. Entendre ma mère dire à haute voix une vérité que j'ai longtemps refusé d'admettre. Ça a brisé quelque chose en moi. Mon dernier rempart, c'était de croire que les gens qui m'aimaient, qui me connaissaient vraiment, savaient que je n'étais pas le monstre décrit par l'accusation. Mais quand c'est ma mère elle-même qui l'a dit, ce rempart est tombé. La procureure devint plus précise. Elle guida Didi point par point à travers les éléments constitutifs de chaque chef d'accusation. Trafic sexuel, racket, coercition, l'amenant à reconnaître, implicitement ou explicitement, que ces actes correspondaient à la définition légale de ces crimes. À la fin du contre-interrogatoire, Didi semblait vidé, éreinté. Son témoignage, loin de le défendre, avait dans les faits renforcé la thèse de l'accusation sur plusieurs points essentiels. Alors qu'il quittait la barre des témoins, il s'arrêta une seconde. Son regard parcourut la salle. Journaliste, victime, simple spectateur, membre de sa propre famille. Pendant un bref instant, on aurait cru qu'il allait dire quelque chose de plus. Mais il se contenta de regagner la table de la défense, en silence. Le juge annonça une courte pause avant le prochain témoin. Didi resta assis, les yeux fixés droit devant lui, comme écrasé par le poids de ses propres mots. L'homme qui avait bâti un empire sur le charisme et la confiance venait, en l'espace d'un témoignage, de le déconstruire lui-même. Après la pause, la salle fut de nouveau secouée. Les avocats de Didi demandèrent à rencontrer la procureure et le juge dans les quartiers privés. 30 minutes plus tard, les trois réapparurent et le juge prit la parole. « Mesdames et messieurs, on m'a informé que le prévenu souhaite modifier sa déclaration de culpabilité. » Avant d'aller plus loin, le juge insista. « Je dois m'assurer que cette décision est prise de manière consciente, éclairée et volontaire. » Il entama alors une série de questions destinées à vérifier que Didi comprenait bien ce qu'il renonçait, notamment ses droits, et les peines encourues. Quand on lui demanda si quelqu'un l'avait poussé ou forcé à changer sa déclaration, Didi secoua la tête. « Non, monsieur le juge, c'est ma décision. » Il marqua une pause. « Après avoir entendu ma mère témoigner, et après avoir réfléchi à la réalité de mes actes, je ne peux plus, en conscience, continuer à nier mes responsabilités. » Le juge accepta le changement de plaidoirie et fixa la date de la sentence à 6 semaines plus tard. À la fin de l'audience, les victimes présentes dans la salle observèrent en silence. Certaines se tenèrent la main, d'autres essuyaient leurs larmes. Ce procès, que l'on pensait voir durer encore des semaines, avait trouvé une conclusion inattendue, déclenchée par le témoignage d'une mère et l'aveu tardif d'un fils. À l'extérieur, les journalistes se bousculaient pour obtenir des réactions. Janice Combs, revenue assister à la nouvelle déclaration de son fils, fit un bref commentaire. « Aujourd'hui est un jour difficile, mais nécessaire. J'aime mon fils inconditionnellement. Cela ne changera jamais. Mais l'amour, sans vérité, ce n'est pas vraiment de l'amour. J'espère que ceci marque le début d'une guérison, pour Chat, pour ceux qui l'a blessé et pour notre famille. » Alors que Didi quittait la salle d'audience en détention, dans ce qui serait sa dernière apparition publique avant la sentence, il n'avait plus rien du magnate de la musique qui avait bâti un empire de plusieurs milliards. Il ressemblait désormais à ce qu'il avait enfin admis être, un homme qui avait abusé de son pouvoir et qui faisait face aux conséquences. Quand Sean Diddy Combs changea sa déclaration en plaidoyer de culpabilité, il ne donnait pas l'image d'un homme qui venait de perdre un combat judiciaire. Il ressemblait plutôt à quelqu'un qui avait enfin trouvé une forme de paix dans la vérité. La salle d'audience demeura silencieuse, comme figée par ce tournant inattendu. Même le juge sembla brièvement pris de court avant de reprendre son ton professionnel pour traiter les aspects techniques de l'acceptation du plaidoyer. Certains jurés, libérés de leur devoir sans avoir eu à délibérer, avaient les larmes aux yeux. Et Didi, pour la première fois depuis son arrestation, paraissait allégé. Non pas de sa responsabilité, mais du poids du déni qu'il avait porté si longtemps. Didi ne fit aucune déclaration à la presse après l'audience. Il fut immédiatement placé en détention, où il attendrait sa condamnation. Son équipe juridique publia un communiqué succinct. « Monsieur Combs accepte la responsabilité de ses actes.
Il demande que l'on respecte l'intimité de sa famille en cette période difficile et exprime de profonds remords envers ceux qu'il a blessés. Mais à l'extérieur du tribunal, le monde ne faisait que commencer à réagir. L'industrie musicale, qui avait jusque-là adopté une posture prudente en attendant la fin des procédures, dut maintenant affronter la réalité de son aveu. Des maisons de disques publièrent des communiqués condamnant les abus de pouvoir et annonçant des audits internes. Des artistes ayant collaboré avec lui prirent à leur distance. Certains exprimèrent leur choc, d'autres avouèrent avoir entendu des rumeurs depuis des années, sans jamais savoir quoi en penser. En coulisses, les entreprises du divertissement se réunissaient en urgence. Contrats passés au crible, projets annulés, collaborations rompues. Et tandis que beaucoup tentaient de présenter Didi comme un cas isolé, Internet, lui, dessinait un tableau plus vaste. Des interviews anciennes refaisaient surface, dans lesquelles des professionnels de l'industrie évoquaient, à demi-mot, comment les choses fonctionnaient. Des propos qui faisaient aujourd'hui écho de manière glaçante à ceux tenus par Didi lors de son témoignage. Des photos, des vidéos d'événements de l'époque étaient réexaminées à la lumière de ces révélations. Plus important encore, d'autres victimes du milieu artistique commencèrent à se manifester, partageant à leur tour des récits d'abus et d'exploitation. Les fans, eux, n'étaient pas simplement choqués, ils s'interrogeaient aussi. Beaucoup exprimèrent leur culpabilité d'avoir soutenu la carrière de Didi malgré les rumeurs persistantes. D'autres se demandaient pourquoi il avait fallu le témoignage d'une mère pour enfin faire tomber le mur de protection qu'érige la richesse et la célébrité. L'ère de l'idolâtrie aveugle des stars semblait vaciller. 6 semaines plus tard, lors de l'audience de condamnation, Janice Combs était présente, assise au premier rang. Elle écouta plusieurs victimes livrer des déclarations poignantes sur l'impact des actes de Didi. Carrière brisée, confiance trahie, estime de soi anéantie. Quand on lui donna la parole avant le prononcé de la peine, Didi s'adressa à la cour. « Je veux présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai blessées par mes actes. Aux femmes qui m'ont fait confiance et dont j'ai trahi cette confiance. Aux collègues et employés que j'ai entraînés dans mon comportement. À mes enfants, qui doivent aujourd'hui porter le poids des erreurs de leur père. Et à ma mère, qui m'a élevé avec des valeurs que je n'ai pas su respecter. » Il poursuivit, sa voix posée mais empreinte d'humilité. « Je ne peux pas effacer le mal que j'ai causé. Je ne peux que le reconnaître. » Dans une salle d'audience silencieuse, un empire s'est effondré. Pas sous le poids d'un verdict, mais sous celui de la vérité. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qui a plaidé coupable. C'est une époque entière qui s'est regardée dans le miroir. Et peut-être, pour la première fois, a-t-elle osé ne plus détourner les yeux.